Oh, déjà, c'est pas. Je peux l'entendre, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live, le premier live de l'année 2021, donc live d'information aux parents. Nous avons avec nous donc, pour ce live Eric Savatero, directeur du campus de Sceaux et directeur des formations. François Stéphane qui vient de se connecter, donc directeur du campus de Montpellier. Et Arnaud Daboville, directeur du campus de Troyes. Il y a une erreur sur le slide. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année. Je vais passer tout de suite la parole à Eric Savatero et nous enchaînerons après ces quelques mots d'introduction directement sur vos questions. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver en ce début d'année. C'est la période des vœux, donc évidemment l'école vous souhaite à vous, à vos enfants bien sûr, plein de bonnes choses on va dire pour 2021 et surtout de passer ces difficultés qui nous encombrent depuis une bonne partie de l'année 2020 dans les meilleures conditions et d'en sortir le plus vite possible pour qu'on retrouve tous une vie la plus normale possible. Voilà. Si vous voulez, on va commencer donc cette partie questions-réponses et on va essayer de répondre au mieux aux différentes questions que vous avez pu déposer sur le forum et puis que vous déposerez également en direct. Alors, merci Eric. Donc la première question que tout le monde se pose est bien sûr quelle organisation est prévue pour les cours à la rentrée? Donc voilà, en janvier. En janvier. Alors, compte tenu des dernières annonces qui ont été faites hier soir, ces annonces vont nous permettre de reprendre un enseignement présentiel à 50% pour les élèves de première année. Donc, c'est ce que l'on va faire. Donc, on va repasser en mode commodal 50% pour tous les élèves de première année, quelles que soient les formations, avec un système de semaine A, semaine B. Donc, semaine A, les élèves viendront sur les campus. Semaine B, ils seront à distance. La totalité des TP et la totalité des contrôles de connaissances, des examens, se faisant bien sûr en présentiel, comme on l'a fait lors du premier semestre. Donc ça, c'est le cadre général. Pour les élèves de deuxième et troisième année, ben là, on n'a pas la possibilité de les faire revenir sur les campus autrement que pour les séances de TP et pour les examens. Et pour les élèves de quatrième et de cinquième année, on va rester sur les modes de fonctionnement standards qu'on avait mis en place lors du semestre précédent, avec des parties en présentiel lorsque les activités l'imposent, donc encore une fois TP, mais ça peut être aussi des séances de bureau d'études, de projets, de choses comme ça, les examens bien sûr, et le restant donc, se faisant en distanciel. Et est-ce qu'on sait quand les élèves auront leur emploi du temps, notamment pour pouvoir s'organiser pour leur retour? Je pense que ça ne devrait pas tarder. Là, au besoin, je pense que mes deux collègues qui sont en charge des cycles licence et cycles master vont pouvoir répondre sur le chat, effectivement, pour pouvoir donner des dates un petit peu plus précises. Mais bon, ça va se faire dans les tout prochains jours. Là, on est en train de finaliser, les emplois du temps sont prêts, donc je pense qu'on va pouvoir informer les élèves très, très rapidement. De toute façon, la reprise des cours est fixée, hein. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là et on respecte le calendrier qui initialement avait été donné. D'accord, merci. Donc, dans le contexte actuel, est-ce qu'on a une idée du taux de décrochage des étudiants par année d'études? Alors ça, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. On a des indicateurs et puis on en aura un petit peu plus dans quelques temps. Alors, je vais m'expliquer. On a un premier indicateur qui est le taux de présence des étudiants. Alors, je vais parler de taux de présence moyen, toute formation et toute année confondue, qui est de l'ordre de 70% pour les séances d'enseignement à distance. Alors, vous allez me dire, bon, 70%, voilà, donc c'est une valeur. Bon, ça veut dire quand même qu'il y en a 30% qui ne sont pas présents. Hein. Constatation élémentaire. Maintenant, sur les 70% qui sont connectés, ça ne veut pas dire qu'ils sont assidus derrière leur écran, qu'ils suivent. Et j'imagine que malheureusement, il y a un certain nombre d'élèves qui se connectent et puis qui en profitent pour faire autre chose et qui ne suivent pas forcément de façon très assidue ce qui est en train de se passer pendant la séance d'enseignement. Donc, ça, on ne peut pas le voir. Donc, on n'a pas de moyen, effectivement, de vérifier ces choses-là. C'est absolument impossible. Ce qu'on peut dire,
c'est que les études qui sont faites sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur qui pratiquent l'enseignement à distance tournent plutôt aux alentours des 40-45% de présence lors des séances d'enseignement à distance. Donc nous, avec 70%, on dit qu'on est plutôt au-dessus de la moyenne, donc c'est plutôt pas mal, mais encore une fois, je n'ai pas d'idée sur ce que font les élèves derrière leur écran. Alors, on va avoir des idées un petit peu plus précises dans les semaines qui vont venir, puisque là, la quasi-totalité des promotions étaient en semaine d'examen. Donc, les examens de fin de semestre, ça va être assez révélateur, effectivement, du niveau des étudiants, des travaux qu'ils ont pu réaliser et des difficultés éventuelles qu'ils ont pu rencontrer. Donc, c'est sûr que ces évaluations qui ont eu toutes lieu en présence vont être significatives. Et à l'issue de ces évaluations, on va pouvoir tirer des conclusions sur la façon dont s'est déroulé le semestre et comment les étudiants ont pu travailler, dans quelles conditions ils ont pu travailler, et si ce semestre aura été profitable ou pas, et éventuellement s'il y a des ajustements et des choses à mettre en place lors du second semestre. On a beaucoup de questions sur les évaluations et sur les rattrapages. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y a une indulgence vis-à-vis de la situation pour les résultats des partiels? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi le but, là? Il faut peut-être se poser la question de savoir à quoi ça sert, tout ça. Moi, je pars du principe que ce qui est utile, effectivement, c'est de former correctement des futurs ingénieurs et de faire en sorte que leur diplôme ne soit pas dévalorisé par rapport aux autres promotions. Donc, on va raisonner en termes de compétences acquises et au niveau des évaluations, on va valider ces compétences. Voilà. Bon, maintenant, effectivement, on vit dans des situations difficiles. Hein, c'est pas facile de travailler en ce moment. Donc, bien sûr, on va prendre ça en compte. Mais je dirais que l'objectif, c'est avant tout de former correctement les étudiantes et les étudiants et de faire en sorte qu'ils acquièrent des compétences qui leur permettent effectivement d'être de véritables ingénieurs pleins et entiers et d'avoir toutes les compétences requises pour rentrer sereinement sur le marché de l'emploi ensuite. Voilà. Donc, s'il faut faire des ajustements plus tard, comme j'ai dit tout à l'heure, on fera des ajustements. L'idée n'est pas, rassurez-vous, l'idée n'est pas de faire redoubler des promotions, c'est absolument pas ça. L'idée, c'est plutôt d'adapter notre dispositif pour faire en sorte qu'il y ait une proportion tout à fait habituelle d'étudiants qui passent en année supérieure, qui soient diplômés, etc. Mais en faisant en sorte que le diplôme ait toujours la même valeur et toujours la même reconnaissance. Et au niveau des rattrapages, est-ce qu'on a déjà une idée des modalités de rattrapage? Alors bon, ça, les étudiants, normalement, devraient les connaître parce que les responsables pédagogiques les informent quand même assez régulièrement. Au niveau des rattrapages, je pense qu'il y a pas mal de rattrapages qui vont avoir lieu sous la forme d'oraux, notamment si on continue à être contraint. Alors, on ne peut pas répondre comme ça de façon claire et nette, voilà, il y a un dispositif et puis on n'en démordra pas. Ça va dépendre des disciplines, ça va dépendre des unités d'enseignement, ça va dépendre du nombre d'étudiants qui auront à passer des rattrapages. C'est sûr que si on a 40 étudiants, je dis n'importe quoi, qui doivent passer un rattrapage, on va organiser probablement un examen écrit, on va se débrouiller pour les faire venir pour qu'ils passent ce rattrapage. Par contre, si on n'en a que 3 sur une discipline ou sur une unité d'enseignement, on va privilégier plutôt un mode de rattrapage à l'oral. Donc, je peux pas répondre comme ça. On va essayer de faire au mieux. On va essayer de privilégier un dispositif oral en face à face, surtout si on est obligé de travailler à distance, donc avec un enseignant qui interrogera un élève directement. Mais bon, maintenant, on s'adaptera en fonction du besoin de la demande. Je rappelle également qu'en fonction des disciplines, des unités d'enseignement, il y a des rattrapages qui concernent la totalité d'une unité d'enseignement, donc avec tous les ingrédients qu'il y a dans l'unité d'enseignement. Et puis à côté de ça, il y a, je pense notamment aux maths et à la physique en première et en deuxième année,
où là on est bien sur des dispositifs qui concernent la totalité de l'unité d'enseignement. Donc le rattrapage peut porter sur n'importe quel élément qui a été vu pendant le semestre. Et puis, à contrario, dans d'autres unités d'enseignement ou dans d'autres disciplines, le rattrapage va être beaucoup plus ciblé sur un module, sur une matière, sur des choses comme ça. Mais là, encore une fois, les élèves ont ces informations par l'intermédiaire de leur responsable pédagogique. Et face aux difficultés et au décrochage de certains élèves, est-ce qu'il serait possible de mettre en place des groupes d'accompagnement des élèves par les professeurs en petits groupes sur les campus? Alors ça, on le fait déjà. On le fait déjà aussi sous la forme du tutorat que nous organisons avec les élèves des années supérieures. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui existent. Et puis, bon, encore une fois, on verra s'il y a lieu de faire d'autres choses. Mais je pense que quand on a, là je vais parler en tant que parent, hein, quand on a une gamine ou un gamin qui décroche, on sent effectivement que l'élève n'arrive plus à travailler à domicile, la première des choses, c'est de regarder effectivement si la personne utilise déjà les moyens actuels qui sont mis en œuvre. Encore une fois, notamment le tutorat par les étudiants. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, si malgré ce tutorat, ça ne suffit pas, à ce moment-là, on peut effectivement imaginer d'autres choses, ou si le dispositif de tutorat était complètement surchargé et dépassé par la demande, on imaginerait d'autres choses. À ma connaissance, aujourd'hui, le dispositif de tutorat n'est pas dépassé par la demande. Donc, je pense qu'il y a déjà des choses. Bon, et puis, on verra encore une fois, à l'issue des évaluations, s'il y a lieu de mettre en place d'autres choses. D'accord. Donc là, on a cette partie pour l'accompagnement vraiment scolaire et on a aussi beaucoup de questions sur l'accompagnement psychologique puisque, on le sait, la situation rend nos élèves en difficulté, notamment psychologique. Tout à fait. Alors sur ces éléments-là, on a toujours un dispositif d'accompagnement psychologique et on a une professionnelle de santé, psychologue, qui nous accompagne. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une adresse Internet que les élèves peuvent utiliser en cas de difficulté psychologique pour se signaler et pour demander effectivement l'assistance de cette psychologue. Aujourd'hui, on a renvoyé un certain nombre d'élèves vers elle. Et puis, on va élargir ce dispositif en faisant en sorte qu'au niveau de chaque campus, il y ait un psychologue ou un cabinet de psychologues de proximité qui puisse répondre de façon rapide aux questions, aux interrogations et aux demandes de soutien, effectivement, des étudiantes et des étudiants. Voilà, donc encore une fois, il y a déjà un dispositif qui existe. Aujourd'hui, cette psychologue répond effectivement à l'ensemble des demandes et par sécurité, je dirais, on va élargir ce dispositif pour que chaque campus soit un peu plus autonome, effectivement, et qu'il y ait une réponse rapide pour tout étudiant qui en aurait besoin. Et dans cette même thématique, on a un parent qui demande s'il serait possible ou envisageable d'avoir quelqu'un qui appelle individuellement tous les élèves de l'école pour sentir comment, savoir comment se sentent les élèves. Non, ça, honnêtement, c'est pas possible. On a 2500 élèves, donc avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas les appeler tous un par un. Par contre, je rappelle qu'on a quand même un dispositif qui suit de façon extrêmement efficace tous les élèves et avec un système de relais. Alors déjà, la première chose, c'est que chaque élève a un responsable pédagogique, quelle que soit la formation qu'il suit. Donc, ce responsable pédagogique connaît très bien, je dirais, la quasi-totalité de ses élèves et chaque élève sait qu'il peut solliciter son responsable pédagogique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans chaque promotion, il y a des élèves délégués de promotion. Je dirais même par classe, c'est-à-dire par groupe de télé. Donc les élèves peuvent en faire part effectivement à leurs camarades délégués. Et d'autre part, tous les responsables pédagogiques, tous les responsables de formation ont des rendez-vous quasi hebdomadaires avec les délégués de promotion et les délégués de classe. Donc on a un dispositif de relais effectivement qui nous permet de faire remonter ces informations. Évidemment, en cas de difficulté, il faut que les élèves se signalent. Et il faut bien comprendre que la démarche, elle est dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est l'élève lui-même qui doit se signaler et crier un petit peu au secours, dire qu'il a besoin d'aide, effectivement,
Donc, encore une fois, il le fait auprès de son responsable pédagogique, auprès de ses camarades délégués, et à ce moment-là, on peut agir. Mais pour répondre directement à la question, non, on ne peut pas appeler individuellement chaque élève, c'est pas possible. Toujours au niveau des évaluations, il semblerait que les élèves aient dû passer les partiels sans avoir eu de retour sur leur contrôle continu et que du coup, il était plus difficile pour eux de se préparer aux partiels. Alors voilà, je ne sais pas répondre, j'imagine que c'est pareil, la réponse n'est pas uniforme pour toutes les disciplines, pour toutes les promotions, etc. Là, on est typiquement, alors là, on sort du cadre de la crise Covid ou quoi que ce soit. Là, on est, je dirais, sur un problème d'enseignement, d'interaction, je dirais, entre le corps enseignant et puis les différents étudiants. Ça fait partie des questions qui doivent se régler directement au niveau des promotions et des réunions dont je parlais tout à l'heure, justement, qui font intervenir les délégués de promotion et de classe avec les responsables pédagogiques. Ben, c'est lors de ces réunions qu'il faut faire remonter ces éléments-là. Et effectivement, je pense qu'il est légitime pour les élèves qu'ils aient des retours sur leurs évaluations et ça permet effectivement de se positionner. Et quand je dis des retours, ce n'est pas simplement la note, hein. C'est-à-dire qu'il faut également que les enseignants, c'est ce qu'on leur demande, fournissent un peu plus que la note et aillent jusqu'à fournir effectivement des corrections, fournissent les copies d'examen, etc., pour qu'il y ait des retours suffisants auprès des étudiants, bien sûr. On a aussi des questions sur le niveau de l'évaluation qui semble plus difficile que les années précédentes. Non, mais encore une fois, là, on est sur des choses qui sont extrêmement subjectives. Et encore une fois, la note intrinsèquement, elle ne veut pas dire grand-chose, hein, de toute façon. Donc, il ne faut pas trop focaliser sur ces éléments-là. Chaque année, il y a des examens qui sont plus difficiles que les années antérieures. Voilà, ça arrive de façon, je ne vais pas dire aléatoire, mais ça fait partie de la vie. Hein. De temps en temps, bah, les profs posent des sujets qui sont un petit peu plus difficiles que les années antérieures. Bon, ça fait partie de la vie normale des choses. Bon, maintenant, le système de notation prend ça en compte. Voilà, donc il ne faut pas s'affoler s'il y a eu un sentiment, effectivement, d'examen un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'échecs, ce n'est pas vrai du tout. Les choses sont toujours ajustées. Une question aussi sur la semaine prochaine. Donc c'était la semaine censée être pour le voyage au ski qui a été transformé en semaine pédagogique. Oui. Est-ce qu'on a plus de détails sur cette semaine ? Non, il n'y a pas plus de détails. Je redis ce que j'avais déjà dit avant les vacances, à savoir que pour les élèves qui n'avaient pas pu suivre l'intégralité de la formation, notamment au niveau des TP, parce qu'ils étaient éloignés des campus, eh bien, lors de cette semaine, justement, il y a des séances de rattrapage de TP pour ces élèves-là qui sont organisées. Donc, il y a un certain nombre d'activités pédagogiques pour les élèves qui étaient éloignés. Voilà. Maintenant, les élèves qui ont suivi l'intégralité du semestre et qui ont fait leurs examens, je dirais, ils sont libres. Donc, ce sera une semaine de repos après les examens avant d'attaquer le deuxième semestre. D'accord. Une question encore toujours sur les partiels. Au-delà de la difficulté des partiels et de la situation anxiogène, est-il logique que les étudiants en première année aient dû se présenter au partiel sans avoir, pardon, je vous l'ai dit juste avant, c'est celle des contrôles continus. Pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de questions, j'essaie de les rassembler par thématique. Comment les choses vont se dérouler à la commission de rattrapage pour les élèves qui ont été contaminés et qui ont dû être absents lors d'un examen? Ils passeront au rattrapage. Ils passeront au rattrapage. Hein, c'est la définition même des rattrapages. Hein, c'est-à-dire que le rattrapage, c'est fait pour les élèves soit qui ont échoué en session principale, soit qui ont été empêchés en session principale. Donc, une année ordinaire, un élève qui a un accident, qui est malade, qui chope la grippe, je ne sais pas quoi, et qui ne peut pas passer son examen, la session de rattrapage est là pour lui donner justement une deuxième chance et pour lui permettre de passer l'examen dans de bonnes conditions. Donc là, cette année, c'est exactement la même chose. Des élèves qui étaient contaminés ou qui étaient cas contact et qui n'ont pas pu venir pour passer l'examen en session principale seront convoqués à la session de rattrapage. Et quelle formation est prévue pour les enseignants pour la formation à distance? Quelle formation est prévue pour les enseignants? Alors, elle n'est pas prévue, elle est réalisée.
Hein. Et depuis, au moins depuis la rentrée, et on en avait même fait avant, et là, François Stéphane pourrait intervenir au nom de la cellule IPN, hein, qui le pilote, on fait en continu des formations sur l'utilisation des moyens numériques, donc des formations qui sont techniques, mais aussi des formations pédagogiques sur la scénarisation des cours, sur la façon de faire de l'enseignement à distance, la façon d'enseigner en mode hybride, la façon d'enseigner en mode commodal. On n'arrête pas de faire des formations, il y en a plusieurs par semaine, et toutes les semaines, on réalise ces formations, on les duplique. Elles sont destinées à la fois à nos enseignants permanents, mais aussi aux enseignants vacataires de l'école. Donc des formations, je dirais, il y en a absolument en permanence en ce moment et depuis le mois de septembre. François, si tu veux compléter mes propos, n'hésite pas surtout. Oui, je dirais même que ces formations, elles ont eu lieu depuis mars dernier. Alors, elles ont évolué, hein, on était plus sur des formations sur comment se positionner lors d'une classe virtuelle. Après, on a travaillé en fonction des outils qu'on a acquis, c'est-à-dire avec les logiciels, une formation des enseignants sur les logiciels de classe virtuelle et puis d'enseignement commodal. Et puis là, on continue à multiplier ces formations. De plus en plus d'enseignants vacataires sont présents dans ces formations, donc on touche aussi l'ensemble du corps professoral de l'école. Donc, bon, alors maintenant qu'il y ait des enseignants qui sont un peu plus réfractaires, bon, qui ont plus de mal à l'usage de ces nouvelles techniques, très certainement, mais ils sont accompagnés. Voilà, et je vais même rajouter que je pense qu'on n'est pas trop mauvais sur ce point-là, à tel point qu'on a un certain nombre d'écoles amies qui nous sollicitent pour qu'on fasse des séances de formation pour leurs propres enseignants également. Alors j'avoue qu'en ce moment, on se concentre plutôt sur nos enseignants et sur nos besoins, mais je pense qu'une fois qu'on aura résolu nos propres problèmes de formation, il est possible qu'on fasse de la formation pour des écoles amies, pour des centres de formation amis également, avec lesquels en tout cas on a l'habitude de collaborer. Peut-être une dernière question sur les évaluations et les rattrapages. Que se passe-t-il si le premier semestre n'est pas réussi après le rattrapage? Les étudiants continuent-ils en deuxième semestre? Ah bah oui, les étudiants continuent en deuxième semestre, ça, il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Et il y aura ensuite un jury en fin d'année qui statuera en fonction de l'ensemble des résultats de l'année pour proposer des choses aux étudiants. Voilà. Donc, si tout se passe bien, la chose qui est proposée et la chose la plus courante, c'est le passage en année supérieure. Si ça se passe moins bien, on peut proposer un redoublement. Ce redoublement peut être total ou alors partiel, hein, redoubler que le premier semestre ou redoubler que le second semestre. Et puis généralement, on accompagne cette mesure, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'étudiant ou l'étudiant libre pendant le semestre qu'il n'a pas à redoubler, c'est-à-dire qu'on va lui proposer un stage, on va lui proposer un projet, enfin, on va lui proposer quelque chose qui puisse l'occuper et qui lui permette de capitaliser également ce temps-là. Et puis, si vraiment c'est très mauvais, qu'il y a eu plein de problèmes, on peut proposer également une réorientation. Et cette réorientation, elle peut se faire soit en interne dans l'école sur d'autres formations, ou alors on va accompagner l'élève en externe pour qu'il trouve une réorientation qui lui convienne. Nous souhaiterions connaître le principe de notation des copies des BE. Une information nébuleuse leur a été donnée sur un barème de notation par lettre. Ce barème fonctionne-t-il par palier? Alors là, l'idée, c'est de donner une indication aux élèves. Et encore une fois, il faut revenir à un mode d'évaluation qui prend en compte les compétences acquises. Donc, sur les bureaux d'études, on a mis en place depuis plusieurs années maintenant une notation par un système de lettres ABCD, avec de mémoire A, c'est très bien, les compétences sont très largement acquises et avec un très très bon niveau. B, les compétences sont juste, sont acquises, voilà, c'est honorable, on va dire, voilà. C, par contre, les compétences ne sont pas acquises, c'est-à-dire qu'on est à peu près au niveau, mais on n'y est pas complètement.
Donc ça veut dire qu'il faut continuer à travailler, éventuellement faire des travaux complémentaires pour se mettre au niveau. Et puis D, D c'est vraiment très mauvais. Et honnêtement, quand on a une notation D sur un bureau d'études, là il faut vraiment se poser des questions. Ça veut dire que le travail n'a pas été suffisant, l'implication n'a pas été suffisante. Enfin bon, là il y a vraiment des gros soucis. Voilà. Donc on est sur un système de notation qui donne une indication. Alors je rappelle aussi que les BE sont des exercices qui sont collectifs, hein, donc on ne note pas les élèves de façon individuelle. Donc là, on est sur un système de notation qui permet aux élèves de s'évaluer en termes d'objectifs de compétences et d'atteindre finalement de ces objectifs. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur les modes de notation. Alors c'est vrai qu'on a rencontré au cours du semestre, parce que certains BE se faisaient à distance, plus de difficultés dans l'organisation et dans le suivi des BE, tout simplement parce que quand vous êtes à distance avec des élèves d'un même groupe qui ne sont pas au même endroit, c'est plus difficile à encadrer que lorsque vous avez le groupe entier dans la classe et que vous pouvez effectivement interagir avec eux. Donc effectivement, là, de toute façon, encore une fois, l'enseignement à distance est un pis-aller. Hein, et on arrivera, malgré tous les efforts et toute la technicité qu'on peut mettre en place, on n'arrivera jamais à un niveau de qualité équivalent à l'enseignement en présentiel. Ça, on en est tous convaincus et on le répète, bien sûr. Certaines moyennes de promo sont très mauvaises. Qu'a-t-il été prévu par les professeurs à ce sujet? Est-ce qu'un bilan est fait avec les élèves qui sont en difficulté? Et un autre parent qui complète, le résultat partiel moyenne de la classe égale 3. Trouvez-vous ça normal? Alors, je ne sais pas en quoi, dans quelle matière et à quel endroit il y a un résultat de partiel qui est égal à 3. Je ne sais pas répondre précisément à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bilans qui sont faits, hein, des bilans collectifs et puis des bilans individuels. Et encore une fois, à l'issue des évaluations de fin de semestre, là, des examens, ça va nous permettre de détecter les élèves qui sont en difficulté, voire en grande difficulté. Et ces élèves-là, effectivement, on va les contacter, on va voir avec eux ce qui s'est passé, ce qu'il y a à faire, etc. Oui, bien sûr, il y a un retour qui va être fait. Surtout que, là, on est en milieu d'année, donc je dirais que c'est encore possible de redresser la barre d'ici la fin de l'année. Autre sujet, avons-nous des nouvelles du partenariat avec Sherbrooke et des élèves qui devaient partir? Oui, on a des nouvelles, oui, bien sûr. Donc les élèves qui devaient partir à Sherbrooke ne peuvent pas partir à Sherbrooke, hein, ça n'a pas changé depuis la fois dernière. Et on avait trouvé une substitution au travers d'un accord qu'on a avec une université qui est en République tchèque, à Brno exactement, voilà, et qui était prête à accueillir l'ensemble de nos élèves pour un semestre. L'idée, alors évidemment, vous allez me dire, la République tchèque, c'est pas tout à fait le Québec, hein, effectivement, mais l'idée, c'est de permettre à ces étudiants de vivre une expérience à l'étranger, effectivement, hein, pour acquérir un certain nombre de compétences, être dans un autre milieu, une autre culture, etc. Voilà. Donc ça, on va le maintenir. On a eu une réunion la semaine dernière sur ce sujet-là. Et alors, je ne sais pas, oui, Stéphane est connecté, donc peut-être que Stéphane va apporter aussi quelques commentaires. Mais l'idée, c'est de maintenir cet échange. C'est-à-dire, alors, vous connaissez probablement la situation sanitaire de la République tchèque, hein, également, qui n'est pas très bonne non plus. Hein, c'est-à-dire que le virus circule aussi chez eux, et aussi, on des modes d'enseignement à distance. Néanmoins, pour autant, on souhaite que nos élèves partent effectivement en République tchèque et vivent là-bas, même s'il y a une partie de l'enseignement qu'ils devront suivre à distance. Au moins, ils seront sur un campus différent. Ils seront aussi avec des étudiants différents pour la vie de tous les jours. Et ils auront un certain nombre d'acquis, justement, qui sont des acquis liés à une expérience d'expatriation. Stéphane, peut-être que tu peux compléter. Oui, c'est tout à fait ça, Eric. Donc, en gros, Marie-Thérèse Auclair, donc Sylvie Lenoir et moi-même, on s'est réunis. Donc, on nous a confirmé que l'ensemble des élèves, d'ailleurs, ont confirmé auprès de Marie-Thérèse Auclair leur volonté de partir. Hein, et l'université est toujours d'accord de les accueillir. Donc, ils ont fait leurs inscriptions, ils ont fait leurs démarches, etc. Ils ont attendu. Voilà, et effectivement, donc, une fois sur place, certains cours peuvent basculer comme chez nous, d'ailleurs,
en distanciel, mais les élèves seront immergés quand même et effectivement, ils vont parler anglais, ils vont donc découvrir un autre pays, etc., même si les enseignements sont peut-être en distanciel au début, mais d'ailleurs, ils peuvent redevenir en présentiel comme chez nous, d'ailleurs, donc petit à petit ou complètement. Voilà, mais en tout cas, donc c'est une autre immersion et on a pensé qu'effectivement, donc ça peut être bénéfique pour les étudiants. Donc l'échange est bien maintenu et les élèves sont bien attendus. Voilà. Et tu l'as dit, hein, j'insiste, hein, on a interrogé la totalité des élèves qui devaient partir et tous, sans exception, sont favorables au départ et souhaitent partir. Exact. Peut-être refaire juste un petit point sur les cours qui peuvent reprendre en présentiel par année pour les parents qui auraient raté le début, parce qu'il y a de nombreuses questions. Donc, est-ce que les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes ou encore les cinquièmes années pourront revenir sur le campus pour ce second semestre? Alors, la règle, elle est simple, hein, et elle a été donnée par Jean Castex hier, et on va bien sûr la respecter. La règle, elle dit que les élèves en première année post-bac peuvent revenir sur les campus avec une jauge de 50%, c'est-à-dire la moitié des promotions. Voilà. Donc ça ne vaut que pour les élèves de première année. Donc on va repasser dans un mode d'enseignement qu'on appelle comodal, donc 50% d'un groupe d'élèves présents physiquement sur le campus et l'autre 50% à distance. Voilà, donc mode d'enseignement comodal, et avec une alternance chaque semaine, donc c'est pour ça qu'on va faire des semaines A, des semaines B. Semaine A, les élèves viendront sur le campus, semaine B, ils resteront dans leur chambre, voilà. Et en complément à cela, comme on l'a fait pendant tout le premier trimestre, toutes les séances de TP, quels que soient les groupes, quelles que soient les formations, et toutes les évaluations se passent en présence sur les campus. Donc, même si l'élève est en semaine B, c'est-à-dire enseignement à distance, mais qu'il a des TP, eh bien, il vient pour les TP sur le campus pour faire ses TP. Donc ça, c'est pour les premières années. Pour les deuxième, troisième années, là, on reste sur l'enseignement à distance, encore une fois, sauf pour les TP et les examens. Et pour les majeurs, c'est-à-dire les élèves de quatrième et de cinquième année, donc là, ce sont les élèves de quatrième année qui sont présents, puisque les cinquièmes années vont partir en PFE. Pour les élèves de quatrième année, ce sont des activités qui nécessitent la présence sur le campus où ils seront présents. Donc principalement, ce sont des TP, mais ça peut être également des projets, puisqu'on travaille beaucoup en projet en quatrième et en cinquième année. Et puis évidemment, les examens, ils seront présents sur les campus. Et le restant des enseignements, quand ça ne nécessite pas effectivement la présence physique sur place, ce sera de l'enseignement à distance. Alors, encore une fois, il faut prendre ces notions de projet à un sens extrêmement large, et moi, je laisse la latitude aux responsables de majeurs et aux enseignants de savoir la pédagogie qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, sur des étudiants qui sont sur une majeure en numérique, par exemple, ce n'est pas parce que c'est du numérique qu'on peut tout faire à distance, parce que quelquefois, il faut être en présence, effectivement, sur place, pour bénéficier des équipements et puis pour être encadré le plus possible par l'enseignant. Donc, dans ce cas-là, on est effectivement sur un mode qui est plutôt un mode de projet qui va nécessiter la présence des étudiants sur place. Alors, je précise que pour toutes les séances qui se passent sur place, que ce soit en première année ou pour les années supérieures, bien sûr, on respecte les règles de distanciation, d'éloignement des étudiants, on ne les embrasse pas dans les amphis, etc. Donc, toutes les conditions sanitaires sont respectées. Une question, pourquoi ne pas considérer que les TD sont tous des TP? Parce qu'un TD, ce n'est pas un TP, tout simplement, voilà. Il faut voir qu'on a bataillé pendant plusieurs mois avec les tutelles et avec les rectorats pour réussir à faire comprendre qu'une formation d'ingénieur, c'est une formation qui a une composante pratique, une composante où effectivement, il faut toucher la matière, il faut toucher l'objet, il faut toucher le dispositif pour être capable d'acquérir un certain nombre de compétences. Donc les TP, ça ne peut pas se faire à distance, c'est pas possible. On ne peut pas faire des mesures à distance. On peut traiter des résultats de mesures à distance, mais on ne peut pas faire les mesures à distance, c'est pas vrai. Voilà. Donc, il a fallu qu'on joue sur l'ensemble de ces arguments, qu'on réussisse à convaincre effectivement l'ensemble des tutelles
pour expliquer pourquoi c'était important de faire revenir les étudiants sur place. On a été entendu, et la contrepartie, c'est « Ok, on vous fait confiance, mais vous êtes raisonnable ». Donc effectivement, on est raisonnable et on ne va pas essayer de tricher. Donc ce qui nécessite la présence des étudiants sur les campus, on le fait en présentiel. Ce qui peut se faire effectivement à distance, donc notamment les télés, eh bien, on va le faire à distance parce que, en arrière-plan, il y a toujours cette crise sanitaire et il faut aussi qu'on participe à l'effort national pour faire en sorte qu'on arrive à maîtriser cette crise sanitaire et que l'épidémie ne se propage pas. Alors, je précise qu'aujourd'hui, on y arrive assez bien. Hein. Sur l'école, on a extrêmement peu de cas d'étudiants malades et on a peu d'étudiants cas contact. Et même parmi nos personnels, on en a très très peu. Pourquoi? Parce que les règles sanitaires sont appliquées et sont assez bien respectées de la part de toute la collectivité, et aussi parce que le dispositif qu'on a mis en place est un dispositif qui permet de se prémunir d'un certain nombre de choses. Donc effectivement, on ne va pas jouer aux apprentis sorciers et on ne va pas faire n'importe quoi, c'est clair. Et ça répond aussi en partie à la question d'un parent qui demandait pourquoi on n'ouvrait pas des salles de classe pour que les élèves puissent venir travailler en petits groupes. L'idée, c'est de limiter les échanges, donc oui, on ne peut pas faire des choses comme ça. Hein. Il faut voir que les campus, même si on a certains espaces qui sont assez volumineux, quand on a toute la population qui est sur place, nécessairement, il y a des croisements, il y a des contacts, etc. Donc, ça favorise la propagation du virus. Hein. Donc, non, il faut être raisonnable. On n'est pas sorti de la crise, hein, c'est clair. Un parent ne comprend pas la notion de 50% quand on dit 50% en commodal sur place, 50% à distance. De quoi parle-t-on? Parle-t-on en heures de cours et de combien d'heures ça correspond? À combien d'heures ça correspond? Non, on ne parle pas du tout en heures de cours. L'idée, c'est de dire qu'on va travailler à mi-effectif en présentiel. L'idée, c'est la distanciation. Donc, il faut pouvoir mettre des distances entre chaque élève suffisantes pour éviter la propagation du virus. Bon, évidemment, les élèves gardent leur masque, hein, le professeur aussi, voilà. Donc, l'idée, c'est d'espacer suffisamment les élèves pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions sans risquer de se contaminer. Donc, dans une salle de classe où normalement on devrait être capable d'accueillir 36 étudiants, eh bien, on va en accueillir que la moitié. Voilà. Donc, ça permet de gérer la distanciation, effectivement. On va prendre tout un tas de mesures du style on aère les salles, enfin bon, on fait tout ce qu'on peut pour améliorer la situation. Et donc du coup, ces 50%, c'est à prendre de cette façon-là, c'est-à-dire que sur un groupe de 36 étudiants, il n'y en a que 18 qui sont présentes physiquement pour une séance donnée, et les 18 autres sont à distance. Et puis ensuite, on permute. Donc on confirme que 100% de la formation est maintenue, même avec une partie à distance. Ça a toujours été le cas. Hein. On a toujours exécuté la totalité des formations. On n'a jamais transigé sur la formation. Il n'y a pas de séances de cours qui n'ont pas eu lieu. On a respecté complètement les syllabus et on a joué l'intégralité des syllabus. Et on va continuer. Pour les rattrapages, ce sont nos professeurs ou des intervenants extérieurs comme les colleurs qui suivent les rattrapages? Non, ce sont les enseignants qui font des rattrapages. Alors moi, je ne fais pas trop de distinction entre les enseignants permanents et puis les extérieurs. Et d'ailleurs, les étudiants ne le voient pas non plus, parce que quelquefois, ils parlent d'intervenants extérieurs comme si c'était des enseignants permanents. Et c'est vrai qu'on a des intervenants extérieurs qui nous sont tellement fidèles et qui travaillent depuis tellement d'années avec nous qu'on ne fait plus la différence entre des enseignants permanents EPF et des enseignants extérieurs. Donc, mais non, ce sont bien des enseignants, ce ne sont pas des colleurs qui font les examens. On a à nouveau une question sur Sherbrooke, mais pour l'année prochaine. Est-ce qu'on sait est-ce qu'on a des nouvelles du Canada pour un départ éventuel de nos élèves? Non, et si on était capable de dire effectivement dans quelles conditions on sera en septembre prochain, alors évidemment, vous suivez l'actualité comme nous, hein, on a aujourd'hui 2 vaccins qui existent, hein, les campagnes de vaccination démarrent. Voilà, donc il est prévu que le grand public puisse être vacciné, on va dire, aux alentours de l'été. Hein, si on est optimiste, on va dire un petit peu avant l'été, voilà. Il en est à peu près de même dans quasiment tous les pays. Donc on peut avoir l'espoir qu'avec la diffusion des vaccins et puis leur mise en application, la rentrée prochaine permettra effectivement des déplacements
et donc de reprendre les échanges. Aujourd'hui, on n'en a aucune assurance. Hein. Ce que je vous dis là, c'est parce que je suis optimiste, mais ce n'est pas du tout gravé dans le marbre et on n'en a absolument aucune assurance. La chose qui est certaine, c'est que l'Université de Sherbrooke, avec qui on continue à échanger de façon très régulière, souhaite reprendre au plus vite les échanges. Donc dès que la situation sanitaire le permettra, on pourra effectivement reprendre des échanges avec eux et poursuivre ce programme franco-québécois, ça, il n'y a pas de difficulté. Et je dirais même aller au-delà, parce que l'Université de Sherbrooke est très demandeuse effectivement d'échanges avec nous et nous incite à amplifier, je dirais, le mouvement et le nombre de programmes pédagogiques où on pourrait travailler en commun avec eux. Une question sur les rattrapages à nouveau. Est-ce qu'il serait possible ou envisageable de faire des petits groupes de travail avec un enseignant pour aider et réviser les rattrapages? Proposition. J'en sais rien, là, il faut que les responsables pédagogiques regardent. Bon, je crois savoir que les emplois du temps sont quand même pas mal chargés. Nous, on tient à faire des rattrapages assez rapidement, hein, c'est-à-dire que les rattrapages, normalement, ça doit se faire à la fin du semestre, et je dirais dans la continuité du semestre. Donc, bon, il va y avoir des problèmes de calendrier, il y a des problèmes de salle, il y a des problèmes de disponibilité des enseignants, etc., de disponibilité des étudiants aussi. Donc, je ne sais pas répondre, hein, c'est des problèmes d'organisation. Là, je me retourne vers chaque responsable pédagogique. Et encore une fois, on regardera au cas par cas, discipline par discipline, en fonction des résultats des évaluations, s'il y a lieu de faire des choses ou pas. Donc, pour l'instant, on n'a pas les résultats. Hein. Les évaluations ont eu lieu cette semaine et la semaine précédente. Il faut quand même laisser le temps aux enseignants de corriger les copies. Et puis, à partir de là, donc, on fera une analyse des résultats et on fera une synthèse de tout ça. Très bien. Je vous propose de passer sur une autre catégorie avec peut-être des questions autour des stages. Donc, est-ce que déjà les stages sont maintenus malgré la situation? Bien sûr, bien sûr. Les stages sont maintenus et je dirais que le contexte général, hein, il faut bien l'entendre, le contexte général est plutôt bon au niveau des stages. Hein. Alors, ça peut surprendre quand on entend les médias, effectivement. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation difficile sur le plan des stages ou sur le plan de l'apprentissage. C'est-à-dire que par l'intermédiaire des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, les entreprises proposent pas mal d'offres en termes d'apprentissage, donc contrat d'apprentissage, et aussi pas mal d'offres en termes de stage. Aujourd'hui, on a au moins autant, si ce n'est pas plus, de propositions de stage qu'on en avait les années antérieures. Alors maintenant, en termes de conventions signées, là j'ai les statistiques sous les yeux, on avance bien et il y a eu vraiment une accélération de la signature des conventions de stage, je dirais fin décembre et au retour des vacances de Noël. Donc aujourd'hui, on en est quasiment à peu près la moitié des étudiants de dernière année qui ont leur convention de stage pour faire ce qu'on appelle le stage de PFE, c'est-à-dire le dernier semestre de scolarité en 5e année. Et l'an passé, à la même époque, on était à 56%. Voilà, donc là, on est aux alentours des 45-46%, donc on est un petit peu en retard, effectivement. Par contre, au niveau des contacts qui sont pris et je dirais des conventions qui sont en phase de signature, qui sont initiées, la perspective qu'on a pour fin janvier, elle nous amène à plus de 70%, sachant que l'an dernier, on était à 71%. Donc on est vraiment sur des niveaux similaires. Je dirais qu'on a pris un petit peu de retard, effectivement, par rapport à l'année dernière, mais en termes de nombre de conventions et de résultats, on est vraiment sur des choses qui sont tout à fait similaires. Donc je suis, vraiment, très honnêtement, je ne suis pas inquiet au niveau des stages pour les élèves. Donc bien sûr, ces stages sont maintenus. Les stages, c'est quelque chose d'important dans la formation. Et à mon sens, il n'y aura pas trop de difficultés pour faire en sorte que les élèves puissent réaliser leur stage. Et en termes de catégorie de stage, entre guillemets, de secteur d'activité, voilà, est-ce qu'il y a un secteur à privilégier, notamment pour le stage d'exécution ou pour le PFE? Non.
On n'est pas du tout sur les mêmes natures de stage. Hein. Stage d'exécution, c'est le stage de première année, donc qui dure 4 semaines. L'objectif de ce stage, c'est d'être immergé dans un milieu professionnel pour comprendre le fonctionnement d'un milieu professionnel, quel qu'il soit. Donc là, je dirais, il n'y a pas de bon ou de mauvais stage. L'idée, c'est d'aller vraiment dans un secteur économique et puis de regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, quelles sont les relations qu'il y a dans l'entreprise, etc. Voilà. Alors même si aujourd'hui, c'est vraiment un cas particulier, parce que les entreprises fonctionnent d'une façon assez particulière, avec du télétravail, avec peut-être même encore du chômage partiel, des choses comme ça, mais n'empêche qu'un organigramme d'entreprise, ça reste présent. Dans les entreprises, voilà, il y a différents services. Il peut y avoir un bureau d'études, il peut y avoir un service production, il peut y avoir de la maintenance, des services généraux, etc. Donc, c'est tout cet apprentissage. Donc, ce stage d'exécution, ce premier stage, c'est vraiment un stage de découverte du milieu professionnel et du milieu économique, de la vie en milieu professionnel. Donc là, pas de secteur à privilégier. Je dirais tout stage est intéressant et dans tous les cas de figure, il y aura des choses pertinentes à découvrir et à apprendre. Pour le stage de PFE, là on est sur quelque chose de très différent. Le stage de PFE, évidemment, doit être lié à la majeure que l'étudiant est en train de réaliser. Et d'ailleurs, il y a une validation du contenu, effectivement, du stage qui est fait par les responsables de majeure. Donc c'est sûr que si on est dans une majeure numérique, par exemple, on va faire un stage, effectivement, où on va traiter des sujets numériques, de systèmes d'information, de choses comme ça. Si on est en santé, on va essayer de rester effectivement vers son secteur. Si on est dans l'aéronautique, on va aussi essayer de rester dans son secteur. Alors bon, je vois arriver la question, effectivement, vous allez me dire, dans l'aéronautique, en ce moment, c'est super difficile, milieu sinistré, etc. C'est vrai, c'est difficile, c'est un milieu sinistré. Pour autant, encore une fois, les entreprises, et y compris les très grandes entreprises, rechignent moins à fournir des stages qu'à proposer des embauches. Donc honnêtement, je suis plus inquiet pour les élèves qui vont sortir l'an prochain de formation et qui rechercheront du travail. Eux auront très certainement plus de difficultés que leurs aînés pour trouver leur premier job, parce qu'il va falloir le temps que l'industrie se remette en route, etc., que pour l'obtention du PFE. Et sur les stages, est-ce qu'il y a toujours un accompagnement fait par l'EPF auprès des élèves? Ah bah oui, ça a toujours existé, hein, et il y a toujours un accompagnement, c'est-à-dire que, alors surtout pour les stages de type PFE, chaque élève a un responsable de stage enseignant, hein, qui va suivre l'élève. Lorsque les élèves sont en stage, ils ont un certain nombre de jalons avec des rapports effectivement à faire de façon régulière. Donc les enseignants qui les suivent échangent au fur et à mesure sur ces rapports, avec une première partie assez rapide en termes d'intégration. Il y a un planning effectivement des travaux qui doivent être accomplis pendant le stage, sur lesquels il y a également un échange avec les enseignants. Bien souvent, les enseignants se déplacent pour rendre visite aux stagiaires dans les entreprises. Donc oui, bien sûr, il y a un suivi qui est extrêmement précis et qui est important, qui mobilise beaucoup les enseignants. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très apprécié aussi par les enseignants, parce que ça leur permet d'aller dans les milieux industriels, de se mettre, je dirais, au standard par rapport aux dernières pratiques, par rapport aux sujets d'actualité dans les entreprises, dans les milieux industriels. Donc c'est à la fois très intéressant pour les étudiants, mais c'est aussi très intéressant pour les enseignants. Pour les élèves de deuxième année tronc commun généralistes qui n'ont pas fait le stage ouvrier l'année dernière, quel stage doivent-ils faire cette année? À quelle période sont-ils disponibles pour ce stage? Et donc le but du stage ouvrier, vous en avez parlé. Donc voilà, alors, quel stage? Pour les étudiants qui n'ont pas pu faire leur stage d'exécution, c'est-à-dire le stage qui est en fin de première année, entre la première et la deuxième année, le conseil que je leur donnerais, moi, en fin de deuxième année, c'est de faire ce stage d'exécution. Normalement, en fin de deuxième année, c'est le stage engagement citoyen qui doit être fait. Par contre, il y a un dispositif de substitution pour les élèves qui n'ont pas pu réaliser le stage engagement citoyen, sous la forme d'un certain nombre de demi-journées qu'ils peuvent accomplir pendant leur troisième année. Donc, et par contre, il n'y a pas de dispositif de substitution pour le stage d'exécution de fin de première année. Donc, si jamais un étudiant n'a pas pu faire ce stage entre la première et la deuxième année, il est impératif qu'il le fasse à la fin de la deuxième année
pour s'affranchir effectivement de cette chose-là. C'est très clair. Et pour le stage engagement citoyen, c'est aussi très difficile. Est-ce que l'école donne des contacts aux élèves? Oui, et puis de différentes façons. Donc, je rappelle qu'il y a un service des stages qui est très efficace et très présent, et qui inclut aussi, qui organise plein d'événements, dont des forums. Et il y a notamment un forum solidaire, effectivement, qui est organisé et qui accueille des associations et des organisations qui proposent des stages d'engagement citoyen, effectivement. Une question, comment l'EPF peut-elle aider ces étudiants, encore une fois, à trouver un PFE et jusqu'à quand ont-ils pour trouver ce PFE? Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, Agnès Auclair est présente et doit répondre sur le chat, mais peut-être qu'Agnès, tu peux préciser, tu peux redire très rapidement la somme des actions qui sont menées par ton service pour aider les étudiants en termes de... c'est ce qu'on appelle finalement le Career Center et la somme des événements qui sont menés dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, au niveau des activités au day-to-day, vraiment, encore tous les jours, je mets en ligne des offres sur notre intranet. Les entreprises sont toujours à poster directement les offres sur Job Teaser, le Career Center de l'EPF. Donc, c'est au quotidien que nous recevons des offres. Pour vous dire, quand même, je consulte derrière, après les consultations et les postulations, je suis toujours étonnée, estomaquée de voir qu'en fait, on n'a pas assez de visites, quoi. Je me demande où vont les étudiants pour regarder. Donc, je vous invite vraiment à engager vos enfants à aller sur ces sites parce que vraiment, nous recevons tous les jours vraiment de très belles offres, comme le disait tout à l'heure Erika. Donc ça, c'est le quotidien. Parallèlement, voilà, pour les élèves en difficulté et ceux qui, voilà, difficulté de mettre en place un CV, je pense pas au niveau des 5e années, mais bon, en tous les cas, s'ils le souhaitent, nous avons maintenant une personne qui est responsable de l'insertion professionnelle et qui invite chaque étudiant qui le souhaite à venir avec elle travailler le CV, travailler la posture, le pitch de l'entretien, voilà, savoir convaincre pour décrocher son stage et également sur une méthodologie et voir de corriger effectivement éventuellement un périmètre si c'est trop restreint, etc., etc. Donc pour ça, toujours sur notre intranet, son agenda est à disposition et les élèves peuvent prendre directement avec Calendly rendez-vous avec elle. Il y a des créneaux qui sont réservés. Donc encore une fois, tous ceux qui le souhaitent peuvent venir aussi prendre contact directement avec nous. Donc voilà, encore aujourd'hui, donc beaucoup d'offres qui arrivent, vraiment de très belles offres. Donc j'invite vraiment tous les élèves à venir voir sur l'intranet. Nous avons développé exprès un SharePoint pour ça et de consulter en parallèle ce Career Center qui s'appelle Job Teaser, donc qui est ouvert à toutes les écoles, mais donc qui est accessible par les entreprises qui viennent poster directement les offres en taguant l'EPF. Voilà. Donc ça, c'est 2 actions principales. Donc le forum est déjà passé, voilà. Mais par rapport donc à ce qu'on a encore rentré aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai ma collègue à côté de moi et qui a encore signé des conventions encore aujourd'hui. Donc les chiffres, voilà, qui avaient été faits hier ont encore évolué. Donc on progresse vraiment. Et je pense que par rapport à l'année dernière, voilà, on va, je pense, arriver au résultat attendu, c'est-à-dire qu'on aura l'ensemble de nos élèves qui seront, en tous les cas, la grande majorité de nos élèves auront leur stage de PFE. Je n'ai aucun souci là-dessus. Donc voilà, est-ce que je peux compléter encore plus? Je ne sais pas si cela suffit. Non, je pense que c'est bien, Agnès. Et puis, encore une fois, alors ça, je le dis dans un cadre beaucoup plus général que cela. Je rappelle aussi que si vraiment il y a des choses qui se passent mal, et des choses qui se passent mal, c'est pas forcément lié à la crise du Covid. Un élève peut avoir un accident lorsqu'il est en 5e année et peut être empêché de faire son stage de PFE. Voilà, c'est des choses qui malheureusement arrivent tous les ans. Eh bien, je rappelle que dans ce cas-là, il y a un dispositif qui existe et qui permet à tout étudiant de bénéficier de 2 ans de moratoire pour réaliser ce qu'il n'a pas pu faire pendant sa scolarité. Donc, chaque année, il y a des élèves qui utilisent ces 2 années, soit pour refaire un PFE, parce que le PFE a été complètement loupé, ou alors parce qu'il y a eu un accident pendant le PFE, ou alors pour refaire une expérience internationale, parce qu'elle n'était pas satisfaisante, ou pour refaire finalement ce qui manque pour pouvoir obtenir la diplomation. Bon.
C'est vraiment la situation est extrême, c'est la dernière possibilité, mais il ne faut pas oublier que cette possibilité existe encore. D'autre part, au niveau des PFE l'an dernier, compte tenu de la crise sanitaire, on a décalé le calendrier, c'est-à-dire qu'on a permis aussi aux élèves de partir plus tard, de finir plus tard leur PFE, de soutenir un petit peu plus tard et d'être malgré tout diplômés avec l'ensemble de leur promotion. Et s'il le faut, cette année, on reprendra le même dispositif. Donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et Agnès, une question aussi sur le Career Center, parce qu'il semblerait que des élèves de première année reçoivent que des stages, des offres de stages de 4 à 6 mois, donc ce n'est pas vraiment orienté pour eux. Est-ce que l'outil permet de cibler davantage les élèves ? Alors oui, tout à fait. Comme vous le savez, quand on s'inscrit sur un site, déjà pour nous, concernant le Career Center, quand on s'inscrit, on précise dans quelle année on est. Donc j'invite les élèves effectivement lors de l'inscription à préciser si c'est le cycle formation généraliste et surtout en quelle année ils sont. Alors déjà, c'est le premier tri. Et la deuxième chose, c'est qu'on les invite à effectivement adhérer à recevoir un mail avec l'ensemble des offres. Mais encore une fois, le mail, il faut l'orienter. Il faut demander effectivement à recevoir exclusivement les offres de tel domaine d'activité sur tel type de stage. Voilà. Donc voilà, je pense que ça, c'est ce qui a dû se passer. La jeune fille a dû omettre de préciser en quelle année elle était. C'est pour ça que du coup, de première année, elle se retrouve à recevoir des offres de PFE. Et il faut savoir, et c'est un petit peu normal, que les entreprises connaissent également notre calendrier des stages. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elles postent essentiellement des offres de PFE. Elles savent très bien que nos stages est pour l'été, pour le stage d'exécution, et donc c'est beaucoup trop tôt de venir déposer des offres à cette période de l'année. Donc effectivement, on va dire que 100% quasiment de nos offres aujourd'hui sont des offres de PFE qui sont déposées aujourd'hui par les entreprises. Sur le stage de première année, est-ce que vous pouvez confirmer qu'un emploi rémunéré peut remplacer le stage de première année ? Un CDD, un job d'été Oui, ça a déjà été fait effectivement pour ce type de stage. Très bien. Et toujours sur ce premier stage, nous avons spécifié qu'il pouvait être réalisé dans tout type d'entreprise. Est-ce qu'il y a des consignes particulières quant au contenu de ce stage ? Non, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est de découvrir le milieu professionnel, le milieu de l'entreprise. Donc les compétences attendues sont celles-là, c'est-à-dire comprendre effectivement comment est structurée une organisation, quelles sont les relations à l'intérieur de l'organisation. C'est ça qu'on va demander aux élèves. Donc c'est vraiment un stage d'observation où l'élève va être en situation, je dirais, d'un employé qui arrive dans une organisation et qui va devoir comprendre, effectivement, intégrer cette organisation et trouver sa place dans cette organisation pour exécuter quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement ponctuel. Voilà. Très bien, je crois que sur les stages, on a fait un petit peu le tour. Une question d'un parent qui est visiblement mécontent sur le départ à Sherbrooke de son enfant, estimant que son enfant voulait partir à Sherbrooke et non à Prague et que d'autres écoles se sont débrouillées pour faire partir leurs enfants au Canada. Non, alors ça c'est... là, je m'inscris en faux. Si d'autres écoles se sont débrouillées pour faire partir leurs enfants au Canada, j'aimerais bien savoir lesquelles, parce que le Canada a tout simplement fermé ses frontières. Donc je pense qu'il est absolument impossible pour une école française et européenne d'avoir pu envoyer des étudiants au Canada et encore plus au Québec. Les conditions étaient très claires. On a essayé de négocier jusqu'au bout et on a usé même de dispositions diplomatiques et c'était absolument impossible. Donc ça, c'est une fausse information. Il n'y a pas d'écoles qui ont pu envoyer cette année des étudiants au Québec. C'est absolument impossible. Très bien. Et Eric, si